Bonjour, je m'appelle Karine Bernot, je suis professeure à la faculté de droit de Nantes. L'open access, c'est un mouvement d'abord, il faut dire, qui est né à l'initiative des chercheurs et qui a pour but de permettre à la fois un accès gratuit aux publications scientifiques, essentiellement les articles, mais aussi de faciliter l'exploitation de ces articles une fois qu'ils sont rendus accessibles. Donc en fait, l'open access, on peut dire qu'il repose sur deux pieds. Il y a l'accès gratuit, d'une part, et d'autre part, faciliter l'exploitation de ces articles une fois qu'ils sont donc accessibles gratuitement. Et la particularité, c'est que ces objectifs, ils peuvent être atteints de deux manières différentes. Alors, il y a un jargon de l'open access qui conduit à distinguer ce qu'on appelle la voie verte et la voie dorée. Rien de bien compliqué. On distingue les deux. La voie verte, ça correspond à ce qu'on appelle les archives ouvertes. La plus connue en France, c'est sans doute HAL, Hyperarticle en ligne. Dans ce cas-là, ça signifie tout simplement que l'article va être publié dans une revue par un éditeur de manière tout à fait classique, habituelle, traditionnelle. Mais parallèlement, le chercheur va déposer une copie de cet article, donc le fichier, dans une archive ouverte qui, elle, est accessible gratuitement en ligne à tous. Et donc c'est comme ça qu'on obtient donc qu'on atteint le premier objectif qui est celui de l'accès gratuit. Alors ici, la difficulté, c'est qu'en général, quand on conclut un contrat avec un éditeur pour publier dans une revue, le contrat comporte une clause d'exclusivité. C'est-à-dire qu'évidemment, l'éditeur, sa démarche, c'est assez logique, veut être le seul à pouvoir diffuser cet article. Ce qui évidemment empêche l'auteur de le déposer dans l'archive ouverte. Et donc dans cette situation-là, la seule solution, c'est de négocier avec l'éditeur pour obtenir l'autorisation, si on veut vraiment respecter son contrat, obtenir l'autorisation de déposer dans l'archive ouverte. Alors, l'éditeur peut très bien accepter que, en même temps, l'article soit publié dans sa revue et diffusé dans l'archive ouverte. Mais très souvent, ce qu'on constate, c'est que l'éditeur va imposer ce qu'on appelle un délai d'embargo. Délai d'embargo, alors la moyenne, disons, c'est 6, 12 ou 24 mois. Ce sont les délais les plus fréquents selon les disciplines, selon les revues. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pendant cette période d'embargo, prenons l'exemple de 6 mois, pendant cette période de 6 mois, l'article ne sera accessible que via la revue publiée par l'éditeur. Donc c'est la période d'exclusivité de l'éditeur. Mais à l'expiration du délai de 6 mois, à ce moment-là, l'auteur peut déposer son article dans l'archive ouverte et donc le diffuser en open access. Et donc on atteint effectivement dans ce cas-là l'objectif qui consiste à le rendre accessible gratuitement. Ça c'est la première voie. Alors il n'y a pas de hiérarchie, mais la première voie, la voie verte. L'autre voie, c'est ce qu'on appelle, alors c'est beaucoup plus facile à exposer, à résumer, c'est ce qu'on appelle la voie dorée. La voie dorée, c'est celle des revues en open access. Donc ici, ça signifie tout simplement qu'un éditeur va créer une revue ou transformer une revue existante pour en faire une revue en open access. C'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, la revue est diffusée par l'éditeur sur Internet et elle est accessible gratuitement à tous. Donc, effectivement, c'est une revue en open access. Donc là, il n'y a pas de difficulté de négociation avec l'éditeur puisque dès le départ, la publication se fait en open access. Mais en même temps, on voit bien quand on évoque ces deux voies que finalement, on est essentiellement sur ce que j'appelais tout à l'heure le premier pied de l'open access, qui est l'accès gratuit. L'accès est gratuit via l'archive ouverte ou via la revue en open access. Le deuxième pied, qui consiste donc à faciliter l'exploitation des articles, suppose cette fois-ci qu'on ait recours à des licences qu'on va associer aux articles, associer aux œuvres. Les plus connues sans doute pour illustrer cette pratique, ce sont les licences Creative Commons. C'est-à-dire qu'en fait, l'article va être accompagné d'une licence qui va définir les usages qui sont autorisés par l'auteur. Donc voilà ce qu'est l'open access. Il me semble que tout chercheur qui s'interroge sur la diffusion de ses travaux de recherche peut légitimement s'interroger sur l'open access et s'intéresser à l'open access qui est donc en fait un mouvement de partage des connaissances. L'objectif de l'open access, c'est de faciliter l'accès aux connaissances et donc de partager ces connaissances. Et sans doute cet intérêt, il est peut-être plus évident encore, ou il devrait l'être, ou il pourrait l'être, pour les chercheurs qui bénéficient d'un financement public. Parce que ce qui est le cas notamment des universitaires, parce que c'est vrai que dans ce cas-là, on produit nos recherches qui se traduisent souvent par des articles grâce à l'argent public, donc la question de leur diffusion et de leur partage peut sans doute se poser de manière encore plus évidente. La difficulté ici, s'agissant précisément des recherches menées grâce à de l'argent public, c'est que concrètement, donc je prends mon exemple,
je travaille et je suis financé par l'argent public pour mener des recherches qui ensuite vont être publiées dans une revue. Et ensuite, il va falloir payer un abonnement à cette revue pour que mes collègues aient connaissance de l'article que j'ai publié. C'est-à-dire que très concrètement, l'argent public va à la fois financer les recherches et l'accès aux résultats de ces recherches à travers les abonnements qui sont pris en charge par les universités, par les laboratoires, mais finalement tout ça retombe finalement toujours dans le même pot, c'est de l'argent public. Et ça c'est un élément qui est important parce que ça participe vraiment de la naissance de l'open access. C'est ce constat-là, cette prise de conscience qui a conduit notamment à l'émergence du mouvement d'open access, associé à un autre phénomène qui est tout simple, c'est qu'au moment du développement du numérique, et au moment où les éditeurs de revues scientifiques sont passés au numérique, ont développé des plateformes, on a constaté une explosion du coût des abonnements, ce qui a provoqué des réactions d'un certain nombre de scientifiques, tout simplement parce que les laboratoires de recherche, les universités n'avaient plus les moyens de financer l'accès à toutes les revues qui étaient nécessaires pour mener correctement des recherches. Même une université comme Harvard aux États-Unis a clairement dit qu'elle ne pouvait plus assumer la totalité du coût des abonnements. Et donc c'est cette double prise de conscience qui a conduit à l'open access et qui justifie, me semble-t-il, qu'on puisse s'y intéresser. On peut tout à fait considérer qu'il appartient au chercheur de se débrouiller. S'il veut diffuser ses travaux en open access, à lui de trouver les moyens de le faire, à lui d'identifier un éditeur qui va accepter soit un dépôt dans une archive ouverte, soit va proposer une revue en open access, puisqu'il en existe dans certaines disciplines. Le risque, si on reste dans cette logique-là, c'est que l'open access reste marginal, en tout cas dans certaines disciplines. Une autre solution à laquelle on peut songer, c'est, sans aller jusqu'à contraindre le chercheur à diffuser en open access, c'est peut-être essayer d'inciter le chercheur à diffuser en open access. Alors là, on peut imaginer aussi plein de voies différentes. Par exemple, on pourrait très bien imaginer, sans doute qu'on aura l'occasion d'en reparler, que les promotions accordées aux chercheurs au regard de leurs activités de recherche le soient uniquement sur la base des publications diffusées en open access. Ça peut être une incitation sans doute relativement efficace. Pour ce qui est de la recherche privée, parce qu'on peut aussi en parler évidemment de la recherche qui est financée par des fonds privés, les bailleurs de fonds qui financent ces recherches peuvent aussi très bien faire de l'open access une condition du financement, s'ils le souhaitent. Là, on est vraiment dans l'incitation et la liberté d'initiative. Mais si on veut vraiment promouvoir l'open access, et si on considère notamment que l'open access est particulièrement légitime quand on est sur des recherches publiques, menées grâce à de l'argent public, dans ce cas-là, effectivement, sans doute, l'intervention du législateur est une nécessité. Et d'ailleurs, beaucoup de législateurs, dans beaucoup de pays, se sont déjà emparés de la question de l'open access.